J'avais une question sur les catégories de fédéralistes et de républicains. J'imagine que les termes parti républicain fédéraliste apparaissent de cette manière, bien identifiés. Est-ce que tous les fédéralistes adhéraient à ce projet économique comme un seul homme, ou est-ce qu'il y avait des voix dissidentes au sein du parti? Alors, c'est une bonne question. Alors, déjà, il faut savoir que le thème de fédéraliste apparaît en 1787, ça tu le sais, dans le débat sur la ratification de la Constitution de 1787. Mais les fédéralistes s'opposent aux anti-fédéralistes. À partir de 1789, en fait, le terme de fédéraliste va un peu disparaître de la circulation. Et il ne réapparaît qu'en 1791-92, quand des républicains commencent à accuser Hamilton, Adams et les autres de défendre une politique aristocratique. C'est donc les républicains, ce sont donc les fédéralistes, qui utilisent le terme fédéraliste pour justifier leur politique contre les critiques républicains. Et donc les républicains disent, vous n'êtes pas des fédéralistes, vous vous appelez des fédéralistes, mais vous n'êtes pas des fédéralistes. En fait, vous êtes des aristocrates, parce que les vrais fédéralistes, c'est nous. Nous, les républicains, on est des vrais fédéralistes, puisque nous, on veut un gouvernement fédéral. Mais vous ne voulez pas un gouvernement fédéral, vous voulez un gouvernement national et aristocratique. Donc ça, c'est pour finalement l'apparition des termes. C'est-à-dire qu'au départ, les fédéralistes ne se considèrent pas, eux, comme fédéralistes, même si, assez vite, à partir de 92, ils vont s'emparer de ce terme. Ça, c'est la première chose. Mais finalement, les deux partis se considèrent comme des fédéralistes. Et pour faciliter la compréhension, je suis bien obligé d'utiliser des termes un peu anachroniques. Alors, est-ce que le Parti fédéraliste adhérait au programme de l'économie politique aristocratique de Hamilton comme un seul homme? Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Ceux qui s'expriment, notamment dans le Boston Sentinel, ceux qui s'expriment dans le Gazette of the United States, oui, tout à fait. Or, ceux-là sont, disons, les têtes des partis. Ce sont aussi ceux qui s'expriment dans la Chambre des représentants ou dans le Sénat, puisqu'on les voit dans le Sénat et dans la Chambre des représentants soutenir les propositions de Hamilton. Alors, évidemment, il y a des défenseurs un peu plus disserts de la politique de Hamilton que d'autres, et puis il y en a d'autres qui votent, tout simplement, qui votent pour, et qui voient l'opposition des républicains comme une espèce de volonté partisane de diviser les Américains, et qui donc les considèrent un peu comme des trouble-fêtes et des trublions. Hamilton a une majorité dans la Chambre des représentants, une petite majorité, mais une majorité, et il a une large majorité au Sénat. Donc ces gens, n'oublions pas, sont quand même tous liés entre eux par des intérêts financiers et par la banque, puisque une bonne partie d'entre eux sont des détenteurs de la dette. Et d'ailleurs, c'est une des critiques fondamentales que les républicains adressent aux fédéralistes, c'est que les gens qui votent comme un seul homme sont aussi ceux qui vont bénéficier des mesures qui sont prises. D'où l'accusation de corruption. Alors, il y a sûrement des fédéralistes qui sont beaucoup moins enthousiastes ou qui se méfient un peu, surtout à partir de la panique de 1792, c'est-à-dire au moment où la bulle spéculative explose, et où là, on a des faillites en série. Là, il y a un certain nombre de fédéralistes qui commencent à tiquer, mais ils ne s'expriment pas forcément dans le débat public. Or, moi, les sources sur lesquelles je travaille, c'est le débat public dans les journaux. Et je m'intéresse, moi, surtout au versant républicain plutôt qu'au versant fédéraliste. Bon, il se trouve que je lis aussi un petit peu quelques journaux fédéralistes, mais disons que je ne dépouille pas les journaux fédéralistes de la même manière que je dépouille les journaux républicains. Mais cela dit, on voit en creux les arguments des fédéralistes dans les textes des républicains, puisque les uns se répondent tout le temps. Donc, les républicains, les fédéralistes accusent les républicains d'être des factieux, d'être des anarchistes, d'être opposés à l'ordre, etc. Tout un discours qui est le discours anglais sur la Révolution française, avec des formes un petit peu différentes, mais pas si différentes que ça. Marc, est-ce que tu as un peu plus d'informations sur George Logan, qui occupe une place importante dans le tableau que tu brosses de cette économie politique républicaine? Est-ce qu'il a un poids particulier dans l'espace public? Est-ce qu'il y a une réception qu'on peut mesurer de ses propos? Est-ce que tu as des pistes autour de ça? Oui, j'en ai quelques-unes. Alors Logan, c'est visiblement une figure locale
du Parti républicain, c'est quelqu'un qui a joué un rôle important avant 89, puisqu'il a été membre de la Chambre des représentants. Donc c'est vraiment une figure locale de la Pennsylvanie. Par ailleurs, est-ce qu'il est commenté? Oui, il est très commenté, puisque c'est sans doute ses lettres paraissent dans tous les journaux républicains. J'en ai dépouillé 7 ou 8, mais ces lettres apparaissent dans 7 ou 8 journaux. Et surtout, ces lettres suscitent des réponses. Des réponses dans la presse fédéraliste et suscitent l'approbation de tous les autres commentateurs anonymes dans les journaux républicains. Donc oui, le texte de Logan a une grande, enfin les deux séries de letters ont une grande influence. Alors, je pense qu'ils ont une grande influence nationalement. Et par ailleurs, Logan lui-même a une espèce de, je pense qu'il fait partie des dirigeants locaux du parti. Il n'est pas une figure nationale, mais il est une figure locale du parti. Vous avez évoqué au début de l'intervention oui. La place des citoyens, la possibilité de contrôle, vigilance. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai eu 2 interventions papa, donc j'ai peut-être loupé une information. Est-ce qu'on retrouve, même dans une moindre mesure, un mouvement de sociabilité politique, à l'instar de ce qu'on voit pendant la Révolution française, avec un réseau horizontal, une mission de vigilance, de contrôle des élus, d'appropriation de l'exercice politique, de contrôle de l'économie? Oui, alors tout à fait. Dans la période que moi j'ai étudiée là pour cette intervention, 92 jusqu'au début de 93, ce qu'on appelle les sociétés démocratiques ne sont pas encore apparues. Elles commencent à apparaître quelques mois plus tard et surtout, elles se développent après l'arrivée de Genet, l'ambassadeur français. Donc, ce sera sans doute l'objet d'une étude que je présenterai soit l'année prochaine, soit l'année d'après, justement. Donc, la forme n'est pas celle de la société populaire. En revanche, il existe une sociabilité, enfin, n'est pas encore celle de la société populaire, il n'arrivera que l'année d'après. En revanche, il existe une sociabilité locale dans les villes et dans les villages autour de ce qu'on appelle le town meeting. Puisqu'il existe aux États-Unis une tradition très forte d'assemblée générale. Le town meeting, c'est une assemblée générale. Il se produisait en général, il y avait des assemblées générales 2 ou 3 fois dans l'année, de toute façon, c'était prévu, où les représentants présentaient ce qu'ils avaient fait, qui étaient des espèces, il faut le dire vite, mais des espèces de compte-rendu de mandat, en quelque sorte. Ce n'était pas vraiment un compte-rendu de mandat impératif, ça va de soi, mais on avait donc des town meetings où on votait des résolutions, soit des résolutions pour approuver l'action des représentants, soit des résolutions pour désapprouver. Donc, au niveau des villes et des villages, on a cette tradition du town meeting qui se réunit régulièrement. Alors, le town meeting, c'est plus que de la sociabilité populaire, puisque c'est une sociabilité de tout le monde. Parce que théoriquement, tout le monde y participe. Enfin, tous ceux qui sont des citoyens. Ça dépend des États et ça dépend des endroits, mais dans la plupart des États du Nord-Est, notamment, la quasi-totalité des hommes blancs sont citoyens et donc participent au town meeting. Mais il y a aussi une grande tradition de town meeting à Boston, par exemple. J'ai parlé de la grande fête pour fêter la victoire de Valmy, mais elle est précédée par un gigantesque town meeting avec des milliers de personnes qui votent des résolutions. Donc il y a cette première tradition. Il y a une deuxième tradition qui est celle du banquet. Les sociétés locales, Society for Promoting Agriculture, Society for Promoting Manufactures, etc., etc. Il y a toute une sociabilité du travail, mais aussi une sociabilité des immigrants, beaucoup de sociétés hiberniennes, les Irlandais, sociétés calédoniennes, les Écossais, sociétés allemandes, etc., etc. Toutes ces sociétés font des banquets plusieurs fois dans l'année. Et disons que cette sociabilité-là s'accélère à partir de 1792, 93, 94. Il y a de plus en plus de réunions et on a dans les journaux les comptes rendus de ces réunions, les résolutions adoptées par ces réunions et les toasts qui sont prononcés lors de ces réunions. Donc on a les mots d'ordre de ces choses-là. C'est sans doute quelque chose sur lequel je vais travailler l'année prochaine, justement, ce que j'ai évoqué la dernière fois, c'est-à-dire une analyse de ces toasts. Donc on a des formes de sociabilité politique, mais qui sont très différentes des formes de sociabilité des sociétés populaires françaises, par exemple, puisqu'elles sont plutôt soit des formes de sociabilité urbaine, unanimistes, soit des formes de sociabilité de métier, soit des formes de sociabilité de communauté, entre guillemets, d'origine.
Il n'y a pas encore de société populaire démocratique. Elles ne seront créées que l'année prochaine. Elles vont connaître une très forte expansion fin 93 et en 1794 et avant continuer en 95, mais elles vont être brisées par la répression, puisque on va les accuser en 1794 d'être la cause de ce qu'on appelle la Whiskey Rebellion, c'est-à-dire cette rébellion que j'ai évoquée, qui se produit dans l'ouest de la Pennsylvanie notamment, contre les taxes indirectes sur le whisky. Donc, il va y avoir des émeutes, il va y avoir une intervention militaire, et Washington et Hamilton vont accuser les sociétés populaires démocratiques d'être à l'origine de cette Whiskey Rebellion, ce qui n'était absolument pas d'ailleurs, peu importe. Et donc, le gouvernement fédéraliste va prendre des mesures pour les interdire. Donc, petit à petit, ces sociétés populaires vont être interdites progressivement, et le mouvement va... les sociétés démocratiques ne vont pas disparaître, mais disons que leur acmé, c'est vraiment, leur apogée, pardon, c'est vraiment 94-95. C'est lié aussi au débat aux États-Unis sur le traité Jay, c'est-à-dire le traité que les États-Unis signent avec l'Angleterre aux grandes dames des Français. Mais ça, je ne vais pas intervenir là-dessus. C'est quelque chose que j'étudierai dans un second temps. Sur les thèses que développe Logan, alors je suis toujours obnubilée, moi, par mes sources anglaises. Donc, quand il parle de réduction des inégalités, pardon, réduire l'écart, la loi pour circonscrire l'inégalité. Est-ce que j'ai peut-être manqué des choses parce que j'ai eu quelques interruptions aussi, mais quelle loi il envisage pour... Il ne propose pas de loi particulière. Ce qu'il dit, c'est simplement qu'il faut absolument faire en sorte que les lois prises par le gouvernement fédéral n'accentuent pas l'inégalité. Il ne dit pas qu'on peut supprimer l'inégalité, parce que les inégalités sociales, elles existent, mais il dit qu'il faut absolument éviter toute loi qui favorise le creusement des inégalités. Et notamment la question de la dette, notamment la question du monopole, la question de la banque qui possède des monopoles, notamment les privilèges accordés aux ouvriers de la Somme et aux spéculateurs et aux investisseurs, etc. etc. Mais moi, en lisant Logan, je suis moins calé que toi sur les sources anglaises, mais en lisant Logan, pour moi, il est très très clair qu'il y a Adam Smith. Hein. Tout ce que Adam Smith écrit sur le fait qu'il faut absolument éviter de prendre des lois qui avantagent les plus riches et les commerçants parce qu'ils ne défendent que leur intérêt particulier. Moi, je retrouve ça dans La richesse des nations, d'une part, et je retrouve ça aussi dans toute la tradition ce qu'on appelle les real Whigs du début du XVIIIe siècle. Alors, est-ce qu'il y a des références plus anciennes? Je ne suis pas trop capable de te le dire. C'est comme tu sais, à l'époque, les mecs ne citent pas leurs auteurs. Hein. Donc, excuse-moi, quand tu parlais justement de la succession, du problème de l'héritage, oui. Je pensais à des lois successorales, en fait. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est un truc qu'on retrouve chez Jefferson. Alors, mais c'est dans sa correspondance privée, donc je pense que Logan, il ne devait pas connaître ces choses-là. C'est l'idée que le mort ne doit pas saisir le vif. C'est-à-dire cette idée que une génération ne peut pas enchaîner la génération qui suit par des lois qui dépouilleraient la génération suivante de leur propriété. Et il y a ça déjà chez Paine. Hein. Il y a ça chez Paine dans Rights of Man 1 et dans Rights of Man 2, et on retrouve ça après dans Agrarian Justice. Mais ça, c'est une idée qu'on trouve aussi chez Jefferson dans sa correspondance. Il en débat d'ailleurs avec Madison. Madison, qui n'est pas très chaud, qui lui dit « Ouais, tu as raison, mais comment est-ce qu'on peut faire en pratique, etc. etc. » Cette idée d'une loi qui serait une loi à temps donné, qui n'aurait de validité qu'un temps donné, elle découle aussi de tous les débats autour des chartes bancaires, notamment avant 1789, que Paine, notamment dans les années 1780, discute de la nécessité de chartes bancaires. Et quel type de charte bancaire? En Pennsylvanie, je sais qu'il y a des éléments dans la première constitution de Pennsylvanie qui limitent les chartes bancaires et les chartes des corporations. Donc tout ça, c'est un débat. Logan ne sort pas ça de son chapeau, quoi. C'est un débat qui est fort ancien et qui se continue par la suite.
Vu ton exposé, tu fais référence au candidat de confiance. Est-ce que c'est quelque chose que tu reformules? La formulation exacte est celle-là, c'est une traduction. Est-ce que ça renverrait, à ton avis, à l'idée de fidéicommission? Non, 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 c'est autre chose. En fait, on voit apparaître ça lors de la deuxième élection générale, c'est-à-dire l'élection pour le deuxième mandat de Washington, de Adams, mais aussi pour les législatures d'État, etc., etc. À l'origine, lors de la première élection, dans les journaux, tu n'avais pas de liste de gens pour qui on conseillait de voter. La tradition classique, c'est de ne pas se mettre en avant, évidemment. Donc les candidats eux-mêmes ne se mettaient évidemment pas en avant, enfin pas encore, parce que dans les années suivantes, ça va changer. Mais d'autres personnes mettaient en avant les noms des bons candidats. Et donc, dans les journaux apparaissent ces listes. De gens en qui on a confiance parce que ce sont des bons républicains, mais il n'y a pas l'idée de fidéicommis. Il y a l'idée que ce sont des bons républicains, ce sont des gens qui n'ont jamais défendu les principes aristocratiques, c'est des gens qui ont défendu les couches populaires, c'est des gens dont on sait qu'ils sont des vrais républicains. Et donc, on va voir dans différents États des listes de bons candidats et des listes de mauvais candidats. Alors, le mauvais candidat pour les républicains, c'est évidemment Adams. Il faut à tout prix empêcher qu'il soit réélu, ce qui n'empêchera, bon, voilà. Le bon candidat, c'est par exemple Clinton dans l'État de New York, c'est Samuel Adams, le gouverneur dans l'État du Massachusetts, etc. etc. Donc, et évidemment, les deux partis s'accusent les uns les autres en faisant ces tickets, ces listes, de limiter la liberté des électeurs. En fait, il semblerait que les premiers à avoir proposé des tickets, ce soient les républicains, qui disent voter pour des vrais républicains, pas pour des monarchistes déguisés. Et il semblerait que les fédéralistes aient répondu par dire non, votez pour des vrais fédéralistes et pas pour la canaille anarchiste. Mais les deux s'accusent mutuellement de limiter le choix des électeurs. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'au bout d'un moment, cette critique disparaît parce que visiblement l'usage, alors je n'ai pas encore étudié ça pour l'élection d'après, mais visiblement l'usage commence à s'imposer. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a des partis et que ces partis présentent des candidats tend à devenir normale. Alors qu'au point de départ, elle est considérée comme évidemment problématique dans la tradition républicaine. Mais si tu veux, l'idée de candidat en qui on peut avoir confiance, c'est l'idée de gens qui n'ont jamais apostasié les principes républicains et qui n'ont jamais, dans aucun de leurs écrits, défendu les principes aristocratiques. Voilà, c'est plutôt ça. C'est pas l'idée qu'on va leur donner un mandat impératif ou qu'on a une relation de type fidéicommis. Enfin, en tout cas, c'est pas dit comme ça. Oui, enfin, c'est pas simplement le mandat impératif, parce que tu évoquais la question, enfin, tu parlais de la politique de la représentation, l'idée qu'on retourne au peuple et on ne confisque pas une posture de représentation où finalement le pouvoir souverain n'est pas confisqué non plus par le mandataire. Et on peut penser que derrière le terme républicain tel qu'il le projette, il y a peut-être aussi cette dimension qui n'est pas simplement le mandat impératif. Peut-être tu as raison, mais disons que je n'ai pas trouvé de formule qui le mette explicitement en avant, en tout cas dans les sources de l'année 92-93. C'est Madison qui insiste beaucoup sur le fait qu'il doit y avoir une rotation et donc il faut retourner au peuple. C'est ce qu'il écrit dans la National Gazette, il insiste beaucoup là-dessus. Les autres commentateurs insistent moins là-dessus, j'ai l'impression. Cela dit, il y a une spécificité américaine qui est que, sans y intervenir, la rotation des élus était très forte. C'est-à-dire que finalement, on a relativement peu de gens qui font 2-3 mandats. Il y en a très peu, tout simplement, parce que les gars ne veulent pas. C'est qu'ils en ont marre, au bout d'un moment, d'être à Philadelphie ou à New York, etc., etc. Et ça a été étudié par tous les gens qui ont analysé la composition de la Chambre des représentants et des sénateurs. Les sénateurs ou les représentants font un mandat et après basta, ils rentrent chez eux parce qu'ils trouvent qu'ils ont assez donné. Il y a un petit groupe de gens qui tendent à se maintenir, et c'est par hasard, c'est les leaders évidemment. Madison par exemple, des gens comme Lawton Smith du côté ou Fisher Ames du côté des fédéralistes. Mais disons que les représentants ne sont pas très chauds pour représenter ad vitam aeternam, quoi.
Donc, ça explique peut-être que finalement, cette idée de la rotation, elle ne soit pas hyper présente dans les textes républicains, même si elle est présente chez Madison. Parce qu'on trouve ça assez tôt dans la Révolution française, chez la Vicomterie, chez Robert, chez Robespierre, c'est une des caractéristiques en fait de la vision républicaine, même si on la caractérise pour Robespierre d'une approche monarchiste déguisée, quoi. Ouais. Donc là, c'est quand même un lieu commun important de la tradition républicaine. Aux États-Unis, les élections générales ont lieu tous les 2 ans. Hein. Ouais. La rotation, elle est super rapide, en fait. Sur Logan, tu parlais de l'idée alors, qui est essentielle et qui est typiquement républicaine dans la tradition démocratique républicaine, donc pas la tradition aristocratique, de continuité entre état de nature et état social. Ouais. Et donc, on est égaux en droit et on le demeure. Ouais. Est-ce que chez Logan, ça s'applique aux esclaves? Est-ce que c'est quelque chose qu'il aborde ou pas du tout? Ou est-ce qu'on est comme dans la plupart des cas, cette question est mise à la marge? Elle n'est pas mise à la marge, elle est mise sous le tapis. D'accord. On n'en parle pas. D'ailleurs, assez étrangement, enfin pas étrangement, mais paradoxalement, il y a un certain nombre de fédéralistes qui sont des anti-esclavagistes, pour le coup. Hamilton lui-même était plutôt anti-esclavagiste. Et ils utilisent souvent, enfin parfois de temps en temps, au détour d'une phrase, ils se moquent des républicains du Sud, qui sont des grands républicains, mais qui sont tous des grands propriétaires d'esclaves. Mais c'est plutôt en fin de texte pour s'amuser, etc. etc. Et c'est vrai que la critique est juste. Hein, Jefferson, Washington sont des grands propriétaires d'esclaves, et les républicains de Virginie sont des propriétaires d'esclaves. Mais même les fédéralistes, ils font évidemment pas campagne là-dessus. Il faut rappeler encore une fois que depuis le compromis 1787, on a décidé qu'on ne parlerait pas de l'esclavage avant 1808. Hein, donc, qu'on ne parlerait pas de l'esclavage avant un certain nombre d'années et qu'on ne remettrait pas ça sur le tapis. Alors évidemment, il y a quelques trublions qui refusent de se taire. Il y a des sociétés pour l'abolition de l'esclavage, des sociétés pour la défense des Noirs, etc. etc. Mais elles ne sont pas dans ce débat-là. Elles ne sont pas dans le débat républicain fédéraliste. Et d'ailleurs, souvent, ça transcende les partis. C'est-à-dire qu'on a des anti-esclavagistes chez les républicains et on a aussi des anti-esclavagistes chez les fédéralistes. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas directement relié au débat autour de l'économie politique républicaine. Parce que Logan, d'après ce que tu dis, utilise massivement la Déclaration des droits quand même. Ouais. Ben oui. Mais tu sais, Jefferson aussi. Hein. Mais bon, Jefferson, je ne sais pas s'il la mobilise sur le plan fédéral comme le fait Logan. Ah si. Si, pareil. Si. Mais il le fait dans sa correspondance privée, il ne le fait pas en public. D'accord. Parce qu'il est secrétaire d'État et donc il ne peut pas intervenir de manière publique. Mais Madison, par exemple, est le grand défenseur de la Déclaration des droits. Il est vraiment le moteur de cette, non seulement de la rédaction, puisque la rédaction de la Déclaration des droits vient d'une commission, la Chambre des représentants, qui est présidée par Madison, puisque tous les États ont envoyé des séries, ce qui s'appelle les amendements à la Constitution, amendements à la Constitution qui ont été classés, qui ont été discutés, qui ont été reformulés dans la commission dirigée par Madison, et c'est Madison qui présente les fameux 10 premiers amendements à la Constitution qui forment le Bill of Rights qui, comme vous le savez, n'est pas avant la Constitution fédérale, mais placé après la Constitution fédérale. Mais cela dit, quelqu'un comme Logan considère que la Déclaration des droits est une norme, bien qu'elle soit placée après la Constitution. C'est-à-dire le fait qu'elle ne soit pas placée en préambule, mais qu'elle soit placée après, ne change rien pour lui. Pour Logan. Mais pas pour tout. Est-ce que par ailleurs, une des problématiques du républicanisme qui tourne autour du concept d'esclavage, mais qui est associé aux travailleurs libres et indépendants, est-ce que cette acception-là est mobilisée? Absolument. C'est même la seule acception de l'esclavage qui est mobilisée. C'est-à-dire le travail manufacturier, la grande industrie, c'est l'esclavage. Le prolétariat, c'est l'esclavage. Je n'utilise pas le terme de prolétaire, bien entendu, mais le prolétaire est esclave. L'anglais qui travaille à Manchester dans les manufactures est un esclave.
Et évidemment, toute la problématique de l'esclavage politique, comme domination, comme le fait qu'on soit soumis à la domination et mobilisé tout le temps. Donc il ne cesse de parler des esclaves, mais il ne s'agit pas de l'esclavage des Noirs. Il s'agit de l'esclavage politique de la tradition républicaine. Donc l'image que tu as derrière toi, c'est-à-dire le lien entre les chaînes brisées dans l'ancien monde et les chaînes qu'on va briser dans le nouveau monde, n'a pas d'effectivité en fait. Non, très clairement, il n'y a pas de noir en tout cas dans cette affaire-là. Si tu veux, c'est la même chose, mais il n'y a pas le gars qui se trouve ici, à ma gauche, est habillé comme un Américain sauvage. Celui-là, il n'apparaît pas.